Leader, entrepreneur qui carburé à la haute performance. Êtes-vous en forme ce matin? 31 juillet, dernière journée du mois, un vendredi en plus. Quel beau hasard. J'espère que vous avez accompli vos 3 grands objectifs du mois de juillet. Et n'oubliez pas la fin du mois de juillet aussi. Ça signifie également qu'on a déjà un tiers, on a déjà un mois de passé dans le 3e quart de l'année. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de comment devenir beaucoup plus performant lorsqu'on travaille à distance. C'est une réalité qui est de plus en plus présente et croyez-moi, c'est une tendance lourde qui ne va que s'accentuer. Alors c'est un nouveau défi pour plusieurs personnes. On vit des choses dans lesquelles c'est nouveau, on est en dehors de notre zone de confort. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui sont arrivés à ces conclusions-là beaucoup trop rapidement parce que tout ce qu'il manque, dans le fond, c'est des bonnes techniques de travail parce qu'il y a énormément d'avantages, vous le savez, à travailler du domicile avec tout ce que ça implique comme qualité de vie aussi. Il y a également des grands pièges. Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui comme 8 erreurs à éviter, c'est un peu le reflet de ce que moi j'ai vécu dans ma carrière lorsque j'avais à transiter énormément entre Québec et Toronto toutes les semaines. J'avais des bureaux un peu partout, si on peut dire, beaucoup plus, disons, fixes dans la région de Québec. Et puis à Toronto, j'étais d'un concessionnaire à l'autre. Je travaillais souvent des chambres d'hôtel, je travaillais de l'aéroport, de l'avion, parce que c'est des moments aussi de solitude, d'isolation lorsqu'on est en avion. Donc, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent être extrêmement productifs. Donc, ce que je vous partage là, je pense que c'est c'est des beaux exemples qui, je l'espère, vont vous aider à devenir beaucoup plus productif lorsque vous travaillez du domicile. Et c'est un peu un mythe de penser que travailler du domicile, c'est complètement différent. Dans le fond, c'est juste le contexte de où on est. Dans la vraie vie, ça n'a pas autant d'impact qu'on peut penser sur notre productivité. Si vous êtes moyennement productif au travail, les chances que vous soyez moyennement productif à domicile sont assez élevées. Il y a des gens qui travaillent, exemple, d'un café, d'un Starbucks. Il y a des gens qui vont travailler dans les bibliothèques. Peu importe l'endroit, c'est davantage vos techniques de travail qui vont vous rendre plus productif que l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, sans plus tarder, je tiens également, juste avant de débuter, à saluer les gens qui viennent de se joindre à nous dans le groupe privé, la méthode 48 heures. Alors, je vous salue. Je vous félicite d'investir en vous également, de prendre ce temps-là, de prendre un moment de pause et puis d'être interpellé par ce message-là, d'améliorer votre performance, de mieux gérer votre temps, votre attention, votre énergie. On sait que c'est les 3 grands piliers du triangle pour améliorer sa performance, pour améliorer sa productivité. Alors, sans plus tarder, on débute avec l'erreur numéro 1 que j'ai fait, je dois vous l'avouer, pendant quand même plusieurs années, c'est de se mettre au travail sans avoir déterminé quels sont ses objectifs pour l'année, pour le quart, pour le mois et pour la semaine. Et croyez-moi, lorsque ce travail-là n'est pas fait, on se lance dans une journée sans une intention très, très claire. Et lorsqu'on parle dans la méthode 48 heures du système de défense et du système d'attaque, dans le système de défense, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je vous ai mis à l'intérieur du groupe privé le document qui est quelques pages de la méthode 48 heures qui va vous permettre aussi de mieux comprendre, pour ceux qui sont nouveaux, c'est quoi exactement la méthode 48 heures. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va clarifier quelles sont nos valeurs, quelle est notre mission, quelles sont nos croyances et surtout, quels sont nos objectifs. Donc, aujourd'hui, c'est le 31 juillet. Est-ce que c'était clair le 1er juillet? Et je me rappelle, en début de mois, j'en ai parlé. Est-ce que c'était clair aujourd'hui, le 31 juillet, où vous devriez être rendu? Est-ce que c'était vraiment clair? Est-ce que c'était écrit quelque part?
Parce que lorsque vos objectifs sont clairs, quel est votre top 3 pour l'année, au 31 décembre? Quel est votre top 3 pour le 30 septembre, qui est le troisième quart? Quel est votre top 3 pour le mois d'août, qui débute demain? Donc, le 31 août, qu'est-ce qui doit arriver précisément, de façon très claire? Quel est votre top 3 pour la semaine? Et quel est votre top 3 pour la journée? Parce que vous savez, devenir productif, c'est devenir extrêmement intentionnel sur la destination qu'on veut atteindre. Et je vois tellement de gens qui passent beaucoup plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur semaine. Et c'est malheureux parce qu'on passe énormément d'heures à travailler sans devenir trop intentionnel. Fait qu'on se met au travail, que ce soit de la maison, d'un hôtel ou peu importe où, sans trop se poser de questions sur qu'est-ce qu'on doit accomplir. On a une idée, mais l'idée est trop vague. Alors, vous devez préciser. Et ce travail-là, croyez-moi, il y a des trucs tellement simples que j'utilise. Et souvent, les grands exploits, on les réussit dans la simplicité. Parce que les grandes solutions, les grands logiciels qui ont tellement de fonctionnalités et dont on utilise la plupart du temps seulement que 20%, on réalise souvent qu'à travers des outils externes, parfois on se complique la vie pour rien. Donc, gardez ça simple. Et vous connaissez les bons vieux post-it. Une couleur pour votre top 3 pour l'année. Une couleur pour votre top 3 d'ici à la fin septembre, troisième quart. Une couleur pour le top 3 du mois d'août. Et une couleur pour le top 3 la semaine prochaine. Et croyez-moi, ces 3 petits autocollants-là, ces 3 petits post-it-là, qui peuvent être collés sur votre écran d'ordinateur ou un endroit où, croyez-moi, ça doit être visuel. Vous devez avoir ça, comme on le dit, in your face. Vous devez visualiser vos objectifs constamment. Sinon, dans la société d'aujourd'hui, où on est tellement bombardé d'informations, si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas visuel, croyez-moi, vos objectifs vont disparaître. Ils vont s'envoler en fumée. Alors, revenez à la base, clarifiez. On est aujourd'hui le 31 juillet. On a encore 5 mois complets. L'année passe vite, hein? On a 5 mois complets pour terminer notre année. Quels étaient vos objectifs au 1er janvier? Est-ce que vous les avez mis de côté? Est-ce que vous les avez oubliés à cause de tout ce qui s'est passé? Et Dieu sait qu'on a passé à travers de la turbulence énorme. Alors qu'il n'est pas trop tard. Il reste encore 5 mois complets. Vous voulez arriver où? Au 31 décembre. Donc, prenez le temps de faire vos devoirs avant de vous lancer la semaine prochaine dans votre lundi. Je vais revenir aux commentaires, je regardais. Donc, avant de commencer votre lundi, prenez le temps. Allez vous acheter des petits post-it de couleur. Gardez ça simple. Ceux qui ont déjà la méthode 48 heures, vous avez un endroit pour clarifier vos objectifs. Repassez à travers vos objectifs que vous avez écrits, que ce soit il y a 1 mois, il y a 2 mois, le début d'un mois. C'est toujours un bon moment de réflexion pour s'assurer que les objectifs d'un sont toujours pertinents, parce qu'il y a des objectifs qu'on avait en début d'année et puis que finalement ce n'est plus pertinent, c'est plus quelque chose que j'ai intérêt à poursuivre ou qui est pertinent à ma carrière ou à ma santé, peu importe. Donc de revoir régulièrement vos objectifs et les afficher. Donc au travail, tout le monde, on fait ça avec intention et on clarifie nos objectifs. Suite à ça, vous avez clarifié vos objectifs pour l'année, le quart, le mois, la semaine. La grosse erreur que j'ai fait longtemps, c'est de me lancer dans ma journée sans l'avoir planifié stratégiquement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je regarde votre journée, là, si mettons on aurait un écran, on partagerait tous et chacun la journée d'aujourd'hui, le vendredi. Qu'est-ce que vous avez à l'agenda? Qu'est-ce qui est marqué dans votre agenda? Est-ce que vous avez seulement les meetings qui sont cédulés, meetings Zoom ou en personne, ou encore, et c'est là que je veux en venir, vous avez stratégiquement bloqué des plages de temps de 50 à 90 minutes où vous vous isolez
vous coupez le téléphone et vous produisez du travail de haute qualité. Et lorsqu'on devient intentionnel dans nos journées, lorsqu'on devient extrêmement fort dans la planification, croyez-moi, en l'espace de une avant-midi, vous allez accomplir plus que dans une journée complète. Parce que trop souvent, savez-vous qu'est-ce qui arrive? On se lance dans notre journée avec une bonne idée de ce que, bon, aujourd'hui, je veux travailler sur un texte ou une communication que je veux envoyer aux employés, ou encore j'ai une présentation à faire à un client, puis je vais passer mon avant-midi là-dessus. Voyez-vous, déjà en partant, c'est vague. Il n'y a pas vraiment de limite de temps. Il n'y a pas d'heure de début, il n'y a pas d'heure précise de fin. Et de négliger la force des sprints de travail, et j'en parle souvent, les sprints de travail. Sprints de travail, ça dure de 50 minutes minimum à 90 minutes maximum. Et on utilise quoi? On utilise ces beaux petits outils-là que je vous présente souvent, les blocs de temps. Il y en a de toutes les sortes. Mon préféré, c'est celui-là parce qu'il est très visuel. Donc, je le mets à 50 minutes et voilà, c'est parti. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de diminuer mes priorités et je viens d'augmenter mon intensité. Mon focus s'en va dans une direction précise. Donc, pendant ces 50 minutes-là, je fais un sprint de travail sur ma présentation que j'ai à présenter à mon supérieur immédiat mardi prochain. Et pendant ces 50 minutes-là, je produis mon œuvre d'art. J'y mets tout mon effort. Donc, je suis en haute intensité pendant une période de temps prédéterminée. Vous allez me dire pourquoi minimum 50 minutes, pourquoi 90 minutes? Parce que vous êtes en haute intensité intellectuelle. Vous êtes en haute intensité de créativité. Vous êtes en haute intensité au niveau de votre attention. Donc, il y a une limite, il y a une plage de temps minimum qu'il faut avoir pour maximiser son potentiel. Si vous faites ça 30 minutes, le sprint, c'est correct aussi, mais vous ne maximisez pas tout le potentiel que vous avez au niveau de votre attention. Donc, un minimum de 50. Et pourquoi 90 minutes? Parce qu'après 90 minutes, on sort de notre zone payante. On a besoin d'une pause, on a besoin de repos. Donc, des sprints de travail de 50 à 90 minutes qui devraient apparaître dans votre agenda de la journée. Si votre journée commence à 7h30 ou à 8h15 ou à 8h45, mais 8h45 à 9h30 ou 8h45 à 9h45, j'ai un sprint de 60 minutes sur un enjeu stratégique important qui va me permettre de faire avancer ma business, qui va me permettre de progresser vers une étape, vers un objectif intermédiaire pour arriver au 31 décembre où je veux arriver avec ma business, où je veux arriver dans mes finances, dans ma santé, dans ma carrière. Donc, on devient, avec les sprints de travail, beaucoup plus performant. Et croyez-moi, ceux qui travaillent de cette façon-là, vous allez voir, vous allez vous distinguer de façon phénoménale par rapport au reste de vos collaborateurs. Tout le monde va être à votre remorque. Vous allez toujours être un pas en avant parce que vous allez tellement produire beaucoup plus de travail dans un laps de temps beaucoup plus court. Donc, vous allez produire 2 fois plus en 2 fois moins de temps parce que vous utilisez la force des sprints de travail. Et les sprints de travail, écoutez, je n'ai pas inventé ça, moi, là. Je ne suis pas un grand génie. J'ai simplement lu ce que M. Parkinson a fait, Northcote Parkinson. C'est une grande étude qui a été faite après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un gros boom économique, comme vous le savez, en Angleterre. Et puis, on s'est rendu compte que la fonction publique grossissait plus vite que le PIB. Il y avait une explosion d'employés embauchés dans la fonction publique qui grossissait à un rythme beaucoup plus élevé que le reste de l'économie. Et on a embauché ce monsieur-là, qui a fait une longue étude, et puis qui a réalisé, qui a développé ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Parkinson. Et allez dans Google, mettez loi de Parkinson, allez lire un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et grosso modo, ce qu'elle dit, la loi de Parkinson, c'est que le travail occupe le temps qu'on lui alloue. Et je le répète, le travail occupe le temps qu'on lui alloue. Donc, si je me donne cet avant-midi, je travaille sur ma présentation, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer?
ça va vous prendre l'avant-midi. Si ma présentation doit être prête pour le début du mois de septembre, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Votre présentation va être prête au début du mois de septembre. Donc, les sprints de travail, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise cette fameuse loi de Parkinson-là à notre avantage. On compresse le temps, on utilise des minuteries visuelles, notre cerveau se met en mode compétitif, on augmente l'intensité, on utilise tout notre génie créatif et on se met à produire beaucoup plus de travail de qualité dans un très, très court laps de temps. Alors, les blocs de temps, donc à votre agenda, si on regarde la journée de lundi prochain, bien, normalement, visuellement, si je regarderais votre agenda, votre planificateur quotidien, je devrais voir des blocs de temps qui sont cédulés. Et au minimum, je vous dirais 3 blocs de temps dans l'avant-midi. Pour la plupart des gens qui sont plus productifs en avant-midi. Et ça m'amène tout de suite au point numéro 3, qui est une grande erreur qui est commise. Et encore cette semaine, j'en parlais avec un client qui me contait qu'une de ses croyances, c'était qu'il n'était pas un lève-tôt. Et puis, vous savez, depuis une dizaine d'années, particulièrement dans les médias sociaux, on encense beaucoup le fait de se lever tôt, de 5 a.m. Club, se lever à 5 heures, se lever à 4 heures, les grands CEO de la planète se lèvent à 5 heures. Et il y a des études académiques qui ont été faites là-dessus. Et il n'y a aucune corrélation, en passant, entre se lever tôt et avoir énormément de succès dans la vie. Donc, ceci étant dit, lorsque j'ai commencé à me lever plus tôt, je suis devenu plus productif. Mais ce n'est pas un élément déclencheur. Et ça m'amène à quoi? C'est une erreur qui est très, très, très souvent commise. C'est de ne pas être à l'écoute de son cycle d'énergie. Il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner le matin. Il y a des gens qui sont créatifs, qui sont productifs davantage en soirée. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous n'avez jamais pris conscience de ça, vous pouvez aller écouter un live que j'ai fait il y a à peu près 1 mois et demi, justement sur votre chronotype. Et ça va vous permettre de déterminer si vous êtes un lion, un dauphin, un ours ou un loup. Et j'ai un excellent livre à vous suggérer là-dessus. J'en avais parlé, qui s'appelle « The Power of When ». Et c'est vraiment, la première partie du livre, sincèrement, est vraiment bien faite. La deuxième partie, peut-être un peu moins, mais la première partie se lit très facilement. Et ça va vous permettre de découvrir quel est votre cycle d'énergie. Parce que ce que vous voulez faire, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut travailler avec des blocs de temps. On veut travailler à l'intérieur de ces blocs de temps-là à faire les bonnes choses, à faire des choix stratégiques, compresser le temps, mais on veut le faire quand? On veut le faire pendant notre pic d'énergie. Et pourquoi moi je cédule 3 sprints de travail l'avant-midi? Parce que je sais qu'entre 7 heures et midi, je suis dans mes heures de gloire. C'est là où je performe. Et pendant ces 5 heures-là, croyez-moi, je peux accomplir 1 journée et demie de travail, parfois 2 jours de travail. Et je pourrais prendre mon après-midi au complet pour aller faire d'autres choses, pour aller faire de la photographie. Je suis un passionné de photographie. Pour aller me ressourcer ma créativité. Pourquoi? Parce que j'ai été excessivement efficace. J'ai travaillé avec des blocs de temps et surtout, j'ai travaillé sur les bonnes choses. Parce que c'est beau d'être productif, mais vous êtes productif sur quoi? Sur des enjeux stratégiques ou sur une longue liste de choses à faire sur votre liste des tâches qui, rendu à midi, vous allez vous dire « Hey, j'ai réussi à cocher 15 affaires. Ce matin, là, j'en ai tellement fait. » Peut-être vous avez fait beaucoup de choses, mais c'est des choses qui ont peu d'impact. Est-ce que c'est des actions qui vous ont permis d'être plus proches de vos objectifs au 31 décembre? Et trop souvent, on se fait prendre dans ce piège-là, dans le piège de l'occupation et non pas dans le piège de la production. Alors, comprenez bien quel est votre cycle d'énergie et cédulez vos sprints de travail en fonction de vos cycles d'énergie. Et lorsque vous avez bien compris où sont vos cycles d'énergie, où est vraiment votre puissance,
vous allez pouvoir vraiment concentrer vos efforts pendant ces moments-là. Et on a en passant tous un cycle naturel d'énergie qui est un peu dans notre ADN, si on peut dire. Par contre, ce serait faux de penser qu'on ne peut pas le travailler. Exemple, quelqu'un qui n'est pas nécessairement un lève-tôt, est-ce qu'il peut devenir un lève-tôt? Absolument. Hein, il y a des techniques pour ça. Il faut juste être vigilant pour ne pas tomber dans l'excès et se ramasser à vouloir trop essayer à se lever tôt, à devenir dans une zone où notre performance ne peut plus être là parce qu'on manque de sommeil. On est trop privé de sommeil. Donc, on doit protéger ses heures de sommeil, mais se diriger doucement, peut-être, vers un moment. Et faites-le de façon exploratoire. Si vous n'êtes pas nécessairement lève-tôt, allez-y par tranche de 30 minutes. Essayez-le, explorez-le, donnez-vous une chance. Mais ceux qui commencent de façon très drastique et qui commencent rapidement, remplis de bonnes intentions, c'est rare qu'on peut le maintenir à long terme parce que souvent, vous allez contre votre propre nature. Et regardez les plus beaux exemples. Je pense à Silicon Valley, c'est ceux parmi vous qui ont eu la chance d'aller visiter des entreprises là-bas, ou encore dans les entreprises, tout ce qui est de conception de jeux, de gamers, si on peut dire. Ces gens-là, c'est des gens qui travaillent énormément la nuit. Hein, c'est des gens qui sont actifs la nuit, comme des loups. Hein, selon le docteur, selon le livre que je vous ai mentionné. Donc, ces gens-là, essayez pas de les faire produire le matin, entre 7h et midi. C'est pas là qu'ils ont leur pic de créativité. Donc, le vôtre, il est où? C'est ça mon point, c'est de tenir compte, d'être conscient de son cycle d'énergie et de céduler ses sprints de travail en fonction de ça. Erreur numéro 4. Et croyez-moi, celle-là, ça fait pas des années que je l'ai modifiée. Parce que je suis constamment... Vous savez, quand on voyage beaucoup, on souvent finit par négliger un peu son alimentation. Et l'erreur majeure qu'on fait, particulièrement lorsqu'on travaille de la maison, c'est qu'on oublie de planifier ses repas. Planifiez votre heure de dîner. Et ça veut dire quoi, planifier votre heure de dîner? Quand je dis ça, je veux dire planifier ce que vous allez manger. Sinon, vous risquez de tomber dans le réfrigérateur, dans le garde-manger. Vous avez beaucoup plus de chances de mal vous alimenter. De deux, vous allez perdre un temps fou à décider ce que vous allez manger. Planifiez vos repas de façon stratégique. Et ça se planifie au moins une journée à l'avance. Et autant que possible, essayez de garder vos repas un petit peu plus légers. Essayez de terminer votre repas du dîner en ayant encore un petit peu le goût de manger. Hein, de terminer juste avant là, que vous sentez que vous êtes plein. Pourquoi? Parce que ça va maximiser, ça va diminuer votre creux d'énergie qu'on a souvent en après-midi, hein, entre 1h et 2h30 environ, où on a souvent pour la plupart un creux d'énergie, particulièrement lorsqu'on s'alimente beaucoup avec des glucides, un repas qui est haut en glucides. Et je veux juste m'assurer que vous comprenez que je ne suis pas un diététiste, je ne suis pas un spécialiste de l'alimentation, je vous parle simplement par expérience personnelle. Mais lorsque j'ai pris conscience de planifier mes repas, lorsque j'ai pris conscience aussi du genre d'alimentation qui m'amène davantage dans ma zone de haute performance, des bons gras, des bonnes protéines, dans mon cas, ça me permet de carburer davantage, de maximiser mes heures d'après-midi. Alors, planifier vos repas, c'est tellement souvent négligé. Et c'est encore plus important lorsqu'on travaille à domicile. Parce que lorsqu'on est au travail, on peut moins, comme on le dit en bon québécois, on peut moins s'enfarger dans le garde-manger. On est au travail. Donc, si vous voulez commander quelque chose, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de services où vous pouvez commander vos repas. Je pense à la compagnie Fit Gastronomie que j'ai utilisée quand même pendant un bon bout de temps. Pendant la pandémie. Et puis, on commande ses repas jusqu'à jeudi, je crois, c'est 9h le soir. Et puis, les repas arrivent le mardi pour la semaine suivante. Donc, j'aimais ça parce que d'un, c'est des repas santé avec des bonnes protéines. Les quantités, on peut les sélectionner et ça permet de mettre tout ça de côté.
toute l'alimentation qui crée toujours, qu'on le veuille ou non, un stress. Parce qu'à un moment donné, vers 10h30, 11h, la faim commence à se présenter et notre cerveau commence à avoir un petit peu plus de difficulté à focusser pendant le sprint de travail. Alors que quand c'est réglé, c'est un problème qu'on n'a pas qui n'a pas à faire partie de nos préoccupations. Et lorsque je me suis mis aussi à être beaucoup plus intentionnel sur mes repas, je me suis mis à explorer le jeûne intermittent. Et c'est quelque chose que je pratique depuis, je vous dirais, 3-4 ans maintenant. Donc, j'ai un café le matin, je prends mon repas du soir, qui est mon dernier repas, et mon prochain repas, c'est l'heure du midi. C'est pas pour tout le monde. Parfois, ça m'arrive, une fois par mois, je vais faire un jeûne de 24 heures. Mon objectif, au mois d'août, c'est de faire un jeûne de 48 heures. J'ai jamais essayé 72 heures. Il y a énormément de bénéfices à ça. Vous pouvez l'explorer. Écoutez, c'est des trucs parfois qui c'est bon d'avoir l'esprit ouvert. Lisez là-dessus. Il y a tellement de bons vidéos, il y a tellement de bonnes ressources aujourd'hui. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais essayez-le. Soyez en mode exploratoire, mais planifiez vos repas, planifiez votre façon de vous alimenter pour vous permettre de focusser davantage sur vos vrais enjeux stratégiques. Numéro 5. Excusez. J'ai pris une pause volontaire parce que le numéro 5, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va regarder à l'agenda pour notre journée. Et lorsqu'on devient stratégique, on travaille avec des sprints de travail, nos blocs de temps sont bien cédulés, on se laisse un peu de marge de manœuvre, mais on oublie de céduler, de planifier ses pauses. Planifiez vos pauses. Lorsqu'on fait un sprint de travail de 50 à 90 minutes, on mérite d'avoir une pause de 10 à 20 minutes. Planifiez vos pauses. Vous allez faire quoi pendant vos pauses? Et vos pauses servent à quoi? Vos pauses servent à vous énergiser. Votre pause peut servir à prendre une petite marche rapide de 10 minutes, réénergiser votre physiologie. Pourquoi? Parce que pendant un sprint, vous avez utilisé tout votre intellect, toute votre créativité, votre corps s'est endormi un peu. Donc, vous voulez réactiver votre énergie physiologique. Et qu'est-ce qui se passe quand on réactive notre énergie physiologique? On réactive aussi notre énergie psychologique. On réactive notre créativité. Donc, on veut augmenter notre niveau d'énergie pendant la pause pour se préparer pour le prochain sprint de travail. Donc, planifiez ce que vous allez faire. Des étirements, peut-être. Il y en a qui vont faire de la méditation. Il y en a qui vont prendre un petit snack, peut-être. Si dans votre planification d'alimentation, vous préférez avoir plusieurs petits repas, ce qu'il y en a qui fonctionnent très bien de cette façon-là. Donc, soyez intentionnel sur vos pauses aussi. Ça peut être, comme je le disais, des étirements, du yoga, une petite marche rapide. Ça peut être des sauts sur place, tout simplement. Libre à vous de choisir. Si vous êtes à la maison, ça peut être d'aller faire une brassée, de prendre un 5 minutes pour ramasser tous les vêtements qu'il y a à laver, mettre ça à la laveuse, partir ça prend 4-5 minutes. Tiens, ça c'est fait. En faisant ça, vous avez fait quoi? Vous avez bougé aussi. Vous avez réactivé aussi votre niveau d'énergie. Donc, il y a certaines tâches ménagères très courtes qui peuvent être intégrées pendant vos pauses. Mais ne faites pas l'erreur de faire ça sans le céduler. Parce qu'il y a des gens qui, comme moi, ont de la difficulté à travailler quand l'environnement est désordonné. Et moi, pour que je performe, il faut que mon environnement soit ordonné. Je fonctionne mal lorsque tout est en désordre autour de moi. Donc, si ma porte de bureau est fermée, évidemment, j'ai un bureau à l'extérieur, bureau que j'ai ici, mais mon bureau ici est toujours bien organisé. Alors, à la maison, s'il y a une pièce, si la cuisine est mal organisée et j'ai le malheur pendant ma pause d'aller là, il est bien possible, si j'ai mal planifié ma pause, que la pause de 5 minutes, de 10 minutes, se transforme en 20 minutes, 30 minutes, parce que ma compulsion de vouloir avoir tout bien organisé autour de moi, je suis tombé dans le panneau de l'occupation, de faire un petit ménage rapide pour être sûr que mon esprit est tranquille. Et c'est un grand piège lorsqu'on est à la maison. Alors, soyez vigilants dans vos pauses, connaissez-vous comme il faut pour être sûr de ne pas tomber dans vos pièges.
Erreur numéro 6. Et celle-là, croyez-moi, lorsqu'on travaille à la maison, et je vous dirais même au travail, c'est de ne pas clarifier vos règles d'interruption. Et pour les parents qui travaillent à la maison avec des jeunes enfants, c'est tout un défi. Les nôtres sont beaucoup plus vieux maintenant, 19, 18 et 16, c'est moins problématique. Mais lorsqu'on a des jeunes enfants, ou encore lorsque les deux, le couple, travaillent à la maison, il faut s'asseoir en famille et de clarifier les règles d'interruption. Alors, à quel moment vous ne voulez pas être interrompu? Il faut que ce soit clair. Et croyez-moi, cette règle-là s'applique autant si vous vous rendez travailler, vous avez un lieu de travail physique. Parce que sinon, vous êtes toujours en interruption. C'est difficile, lorsqu'il y a des interruptions constantes, de demeurer concentré, de produire du travail de qualité. Donc, de définir avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, quelles sont ces règles-là? À quelle heure vous pouvez être dérangé? Dans quelles circonstances vous voulez être dérangé? C'est quoi les limites? C'est quoi qui nécessite une intervention où vous permettez à vos enfants de venir cogner à la porte du bureau ou à la porte de la chambre, si votre bureau est dans la chambre. Si votre bureau sur la table de la cuisine, c'est tout un défi, vous le savez, parce que l'environnement n'est pas nécessairement adéquat pour vous rendre performant. Donc, prenez le temps de clarifier vos règles. Et croyez-moi, lorsque vos règles sont définies et elles sont claires et elles ont été communiquées, vous allez devoir les communiquer un minimum de 50 fois. Parce que ça prend du temps pour des enfants avant que l'habitude devienne ancrée. Et l'enfant, souvent, il est spontané. Il oublie. Alors, soyez patient, mais continuez à éduquer. Enseigner, c'est répéter, comme on dit souvent. Donc, soyez patient, mais continuez à éduquer vos enfants. À un moment donné, le message va passer. C'est exactement la même chose lorsque vous avez un lieu de travail physique et vos collaborateurs viennent constamment vous voir. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? On gère ça en clarifiant nos règles d'interruption. Et autant que possible, si on a des collaborateurs qui nous dérangent souvent, c'est peut-être pour les sécuriser de planifier une récurrence à chaque semaine, une heure spécifique qui est réservée à ce collaborateur-là. Parce que quelqu'un qui vous dérange constamment, c'est qu'il y a une forme d'insécurité dans son travail. Il a besoin d'approbation. Et il y a des gens qui le font tout simplement par habitude. Ils ont peur de faire des erreurs ou encore ils recherchent juste une forme de reconnaissance. Donc, si vous en avez des collaborateurs comme ça, faites simplement planifier une heure et quand la personne vient vous voir pour vous déranger, simplement lui dire « Jean-Marc, garde, c'est un excellent point, prends ça en note pour le meeting qu'on a demain à 11h. Bâtis ton ordre du jour avec les points que tu as amenés plutôt que venir me voir. Conserve tes ressources, conserve ton temps. Demain, 11h, on se voit. » Donc, vous allez éliminer aussi beaucoup de distractions. Si vous travaillez de la maison, vous pouvez être dérangé aussi de différentes façons, par téléphone, des meetings Zoom, des textos, Messenger, vous le savez, on est bombardé constamment. Donc, vous devez mettre de l'effort, du temps. Ça, c'est du temps stratégique investi. Vous pouvez vous céduler un bloc de temps de 60 minutes. Et dans ce bloc de temps-là, vous faites quoi? Vous communiquez avec vos collaborateurs pour leur transmettre les règles d'interruption. C'est du temps vraiment bien investi parce que vous venez de vous dégager de la marge de manœuvre dans vos sprints de travail. Vous allez pouvoir travailler davantage avec un niveau d'intensité beaucoup plus élevé. Le numéro 7. Écoutez, je pense que c'est une des grandes... si on vit dans un temps de pandémie, croyez-moi, il y en a une autre pandémie qui est là depuis des années, c'est la pandémie des meetings. Et autant j'ai été pendant des années quelqu'un qui a carburé avec énormément de meetings, autant dans mes 3-4 dernières années, je ne jure que par l'élimination maximale des meetings. Pourquoi? Ça prend des meetings qui sont très courts, qui sont très ciblés et qui sont percutants. Le reste,
croyez-moi, la plupart du temps, c'est de la perte de temps. Donc, de ne pas clarifier vos attentes ou vos règles par rapport aux meetings. Et je comprends, il y a des meetings qu'on doit, entre guillemets, subir. Mais souvent, on se dit, bon, c'est mon boss qui le demande. Savez-vous quoi? Votre boss, qu'est-ce qu'il aime le plus avoir? C'est du feedback. Et si vous avez assez de courage, et ça prend du courage pour faire ça, communiquez à votre boss comment vous vous sentez pendant le meeting. Si vous êtes là, ça fait 3 mois que vous assistez à un appel Zoom, puis en bout de ligne, vous sortez de là, votre niveau d'énergie quand vous êtes rentré était à 8, vous avez terminé l'appel, la conférence Zoom, vous êtes rendu à 2 puis à 1, complètement en mode apathique, avec un niveau d'énergie. Il faut communiquer ça. Parce que dites-vous une chose, vos supérieurs, vos collaborateurs sont aussi en mode apprentissage avec toute cette nouvelle façon de faire-là. Eux aussi méritent d'avoir votre feedback. Et ça va vous permettre, de diminuer la durée de ces meetings-là, d'augmenter l'intensité, d'être très, très, très ciblé sur l'objectif que vous poursuivez pour ce meeting-là. Et comme je le répète souvent, de devenir plus intentionnel. C'est quoi mon intention pendant ce meeting-là? À quoi je veux arriver? Donc, essayez d'éliminer le maximum de meetings. Et ceux que vous avez, lorsque vous en éliminez le plus, croyez-moi, ils sont nécessaires et vont vous permettre non pas de diminuer le rythme, mais d'accélérer le rythme, votre rythme de travail, d'accélérer le rythme de travail de l'équipe et de maintenir votre travail dans votre zone de haute performance. Si vous ne savez pas comment parler à votre boss, bien écoutez, invitez-le à la méthode 48 heures, faites-lui écouter ce message-là. C'est peut-être une façon subtile de lui passer le message. Mais le message, en passant, s'adresse aussi à vous, à chacun d'entre vous, qui parfois faites subir à vos collaborateurs des meetings interminables, des meetings trop longs, des meetings trop fréquents, des meetings qui arrivent depuis longtemps, qui sont un peu des récurrences à chaque semaine, et c'est devenu une routine. On se pose plus trop de questions pourquoi on les a, mais on les a à chaque semaine. N'ayez pas peur de challenger le statu quo. N'ayez pas peur de remettre en question la pertinence de ces meetings-là. Et si vous voulez débuter votre mois d'août en force, regardez votre semaine prochaine, le nombre de meetings que vous avez. Coupez ça en 2, 50%. Et ceux qui restent, coupez la durée de 50%. Essayez-le, c'est une cure d'amaigrissement. Et croyez-moi, si vous utilisez le temps que vous sauvez pour vous planifier des sprints de travail, regardez bien ce qui va se passer à votre semaine prochaine. Vous allez monter dans une stratosphère de haute performance que vous n'avez jamais vécue. J'espère que c'est clair que j'aime pas beaucoup les meetings. Erreur numéro 8. Et je vous en avais fait en passant une erreur bonus numéro 9. J'en ai une, c'est mon avant-dernière, même si j'ai marqué 8 erreurs. Elle est tellement, tellement, tellement courante. Je vous dirais que 90%, 95% des gens la font. C'est qu'on démarre notre journée dans notre boîte de courriel. Le courriel, mes amis, la boîte de courriel, c'est rien d'autre que l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. C'est rien d'autre qu'un courriel qu'on va lire qui va faire monter notre niveau d'émotion. C'est rien d'autre qu'une plainte qu'on va recevoir, d'un courriel, d'une mauvaise nouvelle. Et ça va faire quoi? Ça va faire déraper notre journée. Vous allez me dire, ouais, mais je dois prendre mes courriels. Cédulez vos plages horaires dans votre journée. Planifiez des blocs horaires pour aller dans votre boîte de courriel. Ne faites pas l'erreur de commencer votre journée. Et c'est difficile. Ne faites pas l'erreur de commencer votre journée dans votre boîte de courriel. C'est plein d'émotions, c'est plein de mauvaises nouvelles, c'est plein de courriels promotionnels qu'on finit par cliquer, on se ramasse sur un site web, on finit par regarder le dernier Kickstarter, on finit par tomber sur les dates de fête de nos amis
qui vient de poster sa fin de semaine au chalet, on finit par perdre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. On n'a rien fait. On vient d'être dérapé pour la journée. On vient de scraper notre journée. Alors, de grâce, faites pas l'erreur de démarrer votre journée avec votre boîte de courriel. Donc, si votre anxiété est trop élevée, 15 minutes, cédulez-le, 8h à 8h15, je passe à travers mes courriels importants. Les courriels de promotion, puis tout ça, je ne touche pas à ça. Je passe à travers les courriels de mes 3 collaborateurs, puis de mon supérieur immédiat. C'est sûr que je vais lire. Si j'en ai pas ce matin-là, je viens de sauver 15 minutes. Les autres courriels, c'est pas important. Les communiqués de presse, c'est pas important. Les mémos d'entreprise, c'est pas important. Vous lirez ça quand vous serez fatigué en fin de journée, quand votre niveau d'énergie sera bas. Parce que votre temps, anyway, il ne peut pas être utilisé pour faire la haute créativité. Donc, cette tonne de courriels-là qui vous fait perdre énormément de temps, de grâce, tombez pas dans ce piège-là. Et croyez-moi, c'est une habitude qui est tellement, tellement difficile à changer et qui est tellement ancrée dans notre ADN. Les compagnies de Silicon Valley ont tellement bien réussi à nous rendre dépendants de Facebook, à nous rendre dépendants de YouTube, à nous rendre dépendants d'Instagram, de TikTok, nommez-les, de LinkedIn, qu'on finit par se lever, puis se rendre là rapidement parce que ça nous donne une bonne petite dose de dopamine. Donc, cédulez votre prise de courriel. Ça peut être 4 fois 20 minutes par jour, ça peut être 30 minutes par jour, tout dépendant de votre débit, votre entrée de courriel, mais planifiez-les. Soyez réaliste. Si vous recevez 150 courriels par jour, dont 80% n'est pas bon, vous allez devoir de toute façon faire du tri. Bon, il y a des techniques pour ça, je ne veux pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais cédulez ce temps-là, comme cédulez également vos temps de médias sociaux et vos temps où vous consultez les nouvelles. Parce que ce sont de très, très gros gruges-temps qui... C'est des panneaux, on tombe dans ces panneaux-là tout le temps, c'est des grands pièges et ça vient complètement dérailler notre journée. On reçoit un texto, on tombe dans l'émotion, on prend le téléphone, on n'est plus en contrôle de notre journée. Donc, essayez autant que possible de vous diriger vers des journées davantage intentionnelles, qui sont mieux organisées, mieux planifiées. Et en passant, essayez pas d'appliquer toutes ces choses-là lundi matin. Prenez-en une seulement, une erreur, puis dites-vous, cette semaine, je me concentre sur cette erreur-là. Je le répète souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. On ne peut pas faire pousser une plante plus vite en tirant dessus. Donc, donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance d'apprendre. L'apprentissage, c'est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des petits gestes qu'on pose au quotidien qui, après 6 mois de ces petits gestes-là, on est vraiment à des longueurs d'avance par rapport à où on était. Mais lorsqu'on essaie de tout vouloir changer, de vouloir se lever à 5 heures du matin en commençant le mois d'août, en se mettant un horaire qui est très, très, très serré, qui est trop planifié, savez-vous quoi? Ça marche. Ça ne marche jamais longtemps. Donc, donnez-vous une chance. Vous êtes où? Vous partez de où? Et vous voulez vous rendre à quel endroit? Soyez clair là-dessus, soyez réaliste dans vos délais et allez-y, une étape à la fois, une bouchée à la fois. Écoutez, je prends le temps de regarder un petit peu les commentaires. C'est effectivement, je vois le commentaire, c'est dommage qu'on ne puisse pas partager votre invitation de Facebook. Ceux qui sont dans le groupe, je pense pour la plupart, vous êtes dans ma liste d'envoi et en général, j'envoie un courriel. Si vous ne recevez pas de courriel, j'envoie toujours un courriel à ma liste pour leur annoncer le sujet que je vais traiter le vendredi. Donc, si vous ne recevez pas de courriel de moi,
envoyez-moi un message dans Messenger. Je vais pouvoir vous intégrer. Vous pourrez faire suivre ce message-là. Malheureusement, on ne peut pas partager les posts dans un groupe Facebook privé. Facebook l'a conçu comme ça, donc ça a ses limitations. Je trouve ça dommage, moi aussi, parce que même ce matin, je voulais partager l'annonce que j'avais mis pour les 8 erreurs à ne pas commettre. Je voulais le partager sur ma page LinkedIn. Et puis, je ne pouvais pas. Donc, j'ai réécrit un post sur ma page LinkedIn. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais si vous ne recevez pas mon courriel, si vous le recevez, c'est-à-dire partagez mon courriel à des gens à qui vous pensez que ça peut aider de faire partie de la méthode 48 heures, ou encore, vous pouvez les inviter vous-même dans la fenêtre de droite, dans la page, je crois, dans la page Facebook, la méthode 48 heures. Sur votre droite, dans le bas, il y a une petite fenêtre où vous pouvez inviter vos amis Facebook à joindre le groupe. Alors, c'est une autre technique très simple, très facile. Je vois Valestin qui est toujours... Valestin, je te salue, mon ami de l'Europe, la France, je crois, qui est un régulier au live de 48 heures. La France, d'ailleurs, je m'ennuie de la France, je m'ennuie de l'Europe. Je devais y aller cet été encore et puis ça me manque énormément. Aller voir la belle architecture de l'Europe, les bons vins, la bonne cuisine, la culture. Écoutez, c'est tellement énergisant pour moi d'aller là pour me ressourcer, ma créativité. Je te salue, mon ami Valestin. Louise qui parle de Isabelle Huot qui offre de très bons choix. OK, tu parles de Louise pour les repas. Excellent, parfait. Ceux qui ont besoin justement de planifier leur repas, et croyez-moi, c'est un bon investissement en argent. Vous allez voir que vous allez sauver de l'argent en vous achetant des repas préfaits. La plupart aujourd'hui sont de très, très bonne qualité. On est loin de ce qui existait il y a 5 ans puis il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des bonnes personnes. Merci, Louise, de nous mentionner Isabelle Huot. Il y a des endroits également, vous savez, aujourd'hui, avec Uber Eats, même si je ne suis pas un grand fanatique de Uber Eats, mais il est possible aujourd'hui d'avoir accès à des bons restaurants grâce à ce service-là. Donc, parfois, ça peut nous dépanner, mais c'est mieux d'être planifié, parce que quand on utilise le service de Uber Eats, c'est souvent parce qu'on vient de décider spontanément qu'on veut manger telle affaire, ce qui veut dire qu'on ne l'a pas souvent planifié. Jean-David, je te salue. Merci, Valestin. Oui, je vais vous faire signe lorsque je vais aller en Europe. Je contemple, je mesure présentement la possibilité d'aller au Portugal en septembre. J'aimerais faire la portion Porto, Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, qui est un petit Compostelle d'environ 215 km. Ça fait des années que je veux faire cette grande marche-là qui est pratiquement 800 km. Et puis j'ai trouvé un trajet qui est plus court, qui va peut-être me permettre de le faire, mais si jamais c'est possible, ça va être dernière minute parce que c'est tellement volatile l'environnement dans lequel on est que c'est difficile de le planifier d'avance. Jocelyn Fecteau, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu énormément de plaisir. Jocelyn qui est un fanatique de course automobile, un gars qui carbure depuis des années dans la haute performance. Je te salue, Jocelyn, ta conjointe également, je pense, qui est rentrée membre du groupe. Je vous salue tous les deux. Si vous travaillez à domicile, vous avez des défis, j'espère que ça vous aide. Alors voilà, mes amis, ça complète le live d'aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider. Comme je vous le dis, invitez vos amis. Envoyez-moi un message, courriel, patrice@48heuresparjour.com si vous voulez que j'invite de vos amis ou des gens que vous considérez qui devraient être dans le groupe. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel, patrice@48heuresparjour.com et puis, ou encore répondez à mon courriel que j'envoie si vous êtes sur ma liste. Bye-bye, Louis, je te salue, qui est toujours très, très souvent présente. Je te salue, Louise. Et puis, j'ai bien hâte de pouvoir faire des lives. Et quand je dis des lives en personne, soit au Centre des congrès à Montréal ou à Québec,
Évidemment, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas planifier ça parce que j'avais déjà prévu en début d'année en faire un au mois d'octobre, faire un live à Québec et faire un live à Montréal pour pouvoir vous rencontrer en personne, pouvoir échanger de façon plus en proximité. Malheureusement, on est sur le stand-by un peu tout le monde avec ces événements-là. Alors, une bonne semaine à tous. Surtout, n'oubliez pas, on débute le mois d'août. Avant de vous lancer dans votre journée lundi matin, prenez votre planificateur mensuel et indiquez dans les marges de droite, la marge de haut. Prenez-vous un calendrier si vous n'avez pas de planificateur mensuel et marquez vos 3 objectifs, vos 3 grands objectifs. Qu'est-ce qui doit arriver le 31 août? Qu'est-ce qui doit se produire? Il faut que ça soit clair. Et ça doit avoir un lien quelconque avec la fin du corps et la fin de l'année. Hein, c'est la façon de progresser la plus percutante qu'on peut avoir. Salutations tout le monde, un beau week-end. Profitez de la fin de mois, profitez du week-end en famille avec ceux qui vous sont chers. On se revoit vendredi prochain. Ciao!